quelques mots, enfin c'est déjà un honneur pour moi. Je pensais pas quand j'ai découvert Annie Lebrun, même avant ça quand j'ai découvert Sade, pouvoir animer ce genre de débat. Et ça c'est vraiment fait grâce à Stéphanie Pahu. On a mis ça en place de manière très rapide et c'était parfait parce que je crois que ce genre de rencontres, quand on les prévoit dans l'urgence, c'est toujours mieux finalement. D'autant plus que les textes étaient déjà là et la fascination était déjà là aussi. Je voudrais commencer peut-être parce qu'on a quelque chose m'a beaucoup saisi dans une interview pour l'exposition d'Orsay. Vous dites finalement je suis pas une spécialiste de Sade, ça a été plutôt un coup de foudre. Et dans un interview, Jean-Jacques Pauvert parle de Sade. Quand il me dit, il dit en 45 quand je l'ai découvert, ça a été une liaison. J'ai vécu avec Sade une liaison. Et je trouve étonnant ce registre en fait, de cette manière de se rapporter à Sade. Je ne vais pas dire que c'est étonnant puisque ça m'est arrivé et de la même façon effectivement sans doute que Jean-Jacques Pauvert parce que comment dire, enfin c'est pas seulement pour Sade mais avec Sade c'est plus fort qu'avec quiconque. C'est que moi je crois pas beaucoup à la littérature, je crois pas beaucoup non plus aux arts en général, mais je pense qu'il y a des livres, qu'il y a des êtres, qu'il y a des images qui font que à un moment votre vie change et il y a des pensées qui sont comme ça et il y a des rencontres et vraiment pour moi la rencontre à travers de certaines œuvres c'est aussi forte que ont été aussi fortes que la rencontre avec certains êtres. Et comment est-ce qu'elle s'est produit cette rencontre avec Sade? Un peu différé. Ça s'est passé de façon différée parce que ça a commencé dans le fond avec le roman noir. C'est que très jeune, même j'étais pas très apte à exercer un métier. Tout en moi me refusait à ce que je m'insère dans le monde qu'il y avait, donc j'étais, comme on dit, un peu révoltée. Et à ce moment-là, je lisais un peu je cherchais qu'est-ce qui pouvait un peu répondre aux questions que je me posais, qui étaient surtout comment vivre, comment aimer, et tout ça. C'était surtout ça. Et puis, bon, je suis tombée sur les manifestes premier manifeste du surréalisme de Breton. Et là, à un moment, donc, Breton évoque les romans noirs de la fin du XVIIIe siècle et fait l'éloge de ces romans contre tout ce qui est de l'ordre romanesque et en disant que c'est des livres où le merveilleux est là et règne et où il parle du moine de Lewis où il y a une femme qui s'appelle Mathilde et que cette femme est la tentation à l'état pur. Alors là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise ces livres où il y avait des personnages qui étaient des tentations à l'état pur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire les romans, ce qu'on a appelé les romans noirs ou les romans gothiques, les romans terrifiants de la fin du XVIIIe siècle, et à me rendre compte que là, quelque chose de très important se passait, parce que de façon plurielle, si je puis dire, la sensibilité il y avait une réaction sensible qui faisait que s'était créé un lieu mental en complète discordance avec ce qui était au devant de la scène, et je pense en particulier avec la philosophie des Lumières, mais en pleine philosophie des Lumières, se crée un décor qui va être celui du romantisme. Donc j'ai plongé dans cet univers des livres noirs, et ce faisant, en continuant, donc en me passionnant pour ces livres de passion, d'orage, puisque bon, en même temps c'est le moment où on découvre la grande nature, enfin, où tout ce qui va être de l'essence même de la sensibilité romantique commence à se développer là. Eh bien, je me suis rendu compte que, eh bien, Sade avait lui-même investi cet espace-là et avait commencé à rentrer dans le château du roman noir. Dans les 120 journées de Sodome, donc dans ce fameux château de... C'est ça, mais ce qu'il a fait de tout à fait extraordinaire, c'est que, moi ce qui m'avait fasciné dans ces livres-là, c'est que dans le fond, l'imagination collective avait mis en place ce décor pour appréhender, pour se figurer, pour saisir en quelque sorte des forces qui apparaissaient avec les débuts de l'incroyance,
à savoir le désir, la violence, etc., et que la philosophie des Lumières était complètement incapable de concevoir et ne permettait pas de penser. Et c'est ça qui m'avait fascinée dans cette invention, dans cette construction de cet espace mental, c'est que à travers les images, à travers quelque chose de physique, il y avait, il y avait une sorte de... L'imagination palliait en quelque sorte les manques de la réflexion, les manques de la réflexion. Et alors, donc, ce qu'il y avait d'intéressant, donc, c'est que dans ces livres-là, qui racontent toujours la même histoire d'une jeune fille pure, sans tache, auquel les malheurs de la vie vont jeter sur les routes du monde, et qui va croire trouver un refuge dans un château, et bien elle va tomber dans les mains d'un méchant, etc. Il va lui arriver des tas de choses que vous pouvez imaginer, mais la caractéristique de ces livres était de se terminer par un coup de théâtre, de se terminer toujours bien et que la morale était sauve. Et je me suis rendu compte, là, que Sade, lui, commençait là où s'arrêtent ses livres. Oui, pour aller finalement à travers les 120 journées de Sodome jusqu'à un bilan presque mathématique. Ah oui, le bilan. On n'est plus vraiment dans la morale. C'est plus tellement le bilan, c'est une soustraction où il ne reste plus grand-chose. C'est-à-dire pour aller au fond de l'homme, là où les philosophes des Lumières s'étaient arrêtés aussi. Et c'est cette dimension physique quand même, parce que vous parlez, c'est quelque chose qui revient très souvent dans ce que vous écrivez sur ça. Il y a vraiment une appréhension directe physique du corps. C'est quelque chose qui vous a immédiatement bouleversé aussi de manière physique et corporelle, cette œuvre. Oui, parce que je suis rentrée là-dedans comme ça, et tout d'un coup, ça, c'était une des clés de cet univers-là, et aussi je comprenais la fascination ma fascination pour ce monde-là. Et puis, quelques années après, Pauvert, donc qui avait lu, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Châteaux de la Subversion, où j'essaye de montrer quelle révolution sensible se fait là de façon souterraine et qui avait été occultée par toutes les approches universitaires. Jusqu'à ces derniers temps, maintenant, on s'en occupe un petit peu. Et donc, un jour, donc Pauvert, que je connaissais depuis 2-3 ans, me dit, voilà, je veux rééditer les œuvres complètes de Sade, je voudrais que vous fassiez la préface. Et moi je dis bêtement oui. Et puis une fois, ça passait au téléphone. Et une fois que le téléphone raccroché, je me suis dit vraiment, j'ai peut-être été un peu imprudente. Enfin, bon, j'avais dit oui, et puis en même temps j'étais très contente. Et il m'avait dit ça, c'est à la suite, c'est parce que j'ai lu, donc dans ce livre Les Châteaux de la Subversion, il y avait un chapitre justement consacré à Sade. Et c'est à la suite de ce chapitre que Pauvert m'avait demandé ça, de faire l'introduction à sa réédition des œuvres complètes. Et parce que, donc du coup je n'abordais pas Sade comme un philosophe. Voilà. J'étais rentrée dans cet univers noir, dans les souterrains, dans ces châteaux-là, et j'étais rentrée un peu comme ces jeunes filles naïves de la fin du XVIIIe siècle, qui arrivent, dès qu'il arrive quelque chose, elles s'évanouissent, bon, elles sont ravissantes, etc. Et moi, j'avançais un peu dans tout ça, de façon complètement non philosophique, vous voyez. Et en même temps, je sentais que l'enjeu était autour du corps, puisque c'était le corps, c'était toute la vie pulsionnelle, la vie passionnelle, qui avait été éliminée par la philosophie des Lumières, que je retrouvais à travers Sade. Et puis vous n'êtes toujours pas sorti du château, puisque récemment vous avez écrit le livre de l'exposition, vous étiez la commissaire d'exposition d'Orsay. Là j'aurais une question à ce propos, est-ce que vous dites dans votre livre Soudain un bloc d'abîme, on rendait Sade fréquentable en le neutralisant, et donc en l'analysant, en écrivant dessus. Est-ce que finalement cette exposition avec ce catalogue, est-ce que ça participe pas aussi de la neutralisation de Sade? Non, je ne pense pas. Sans ça, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Parce que, bon, effectivement, en quelque sorte, tout le sens de ma lecture de Sade, ça a été justement
de montrer que Sade n'est pas un philosophe, c'est-à-dire il est beaucoup plus qu'un philosophe, alors que les uns et les autres qui s'en sont occupés, pour la plupart, pour la majorité, ont essayé de le réduire à une existence philosophique. Si Sade avait voulu faire de la philosophie, il aurait très bien pu le faire. Il avait tous les moyens intellectuels, il connaissait parfaitement la philosophie de son temps. Il aurait pu, on voit très bien aussi comment, par exemple, dans le dialogue d'un prêtre et un moribond, où il s'agit effectivement d'un dialogue philosophique dans la tradition des dialogues philosophiques, comment à la fin, tout d'un coup, au moment où le moribond va mourir, il se fait entourer de 7 ou 8 jeunes femmes nues qui vont mettre à l'épreuve, non pas les convictions du moribond qui est athée, mais les convictions du prêtre qui essaye de le convertir. Et là, on voit que justement par cette intrusion des corps nus de ces 7 ravissantes jeunes femmes, tout d'un coup, ça brise la tradition du dialogue philosophique et il introduit le corps. Et ce faisant, ça va être complètement différent. Donc voilà, c'est ça, enfin, c'était ça ma thèse, et il me semble que justement, et bon maintenant, alors il y a plein d'universitaires qui à nouveau continuent, on est complètement dans la neutralisation. En ce qui concerne justement l'exposition, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, contrairement à ce qu'on avait pensé, ou plutôt à quoi on n'avait jamais pensé, comment la lecture de Sade et comment la diffusion souterraine de Sade a complètement changé l'histoire de la représentation. Bon, donc cela, on n'est plus du tout, c'était l'inverse de la neutralisation. Et est-ce qu'entre les châteaux de la subversion et l'exposition sur Sade, il y a eu entre-temps quelques événements quand même, la parution de Sade en Pléiade, comment est-ce que vous voyez cette évolution? Est-ce qu'aujourd'hui Sade est mieux reçu, ou est-ce qu'on le reçoit différemment, ou peut-être qu'on le reçoit incorrectement? Il n'y a pas de incorrectement, correctement, mais bon. Mais bon, on est... il n'y a plus tout le côté sulfureux. Tout ça, tout ça participe de la grande entreprise de neutralisation de laquelle on pâtit tous. C'est-à-dire que de neutralisation en ce sens que maintenant tout est équivalent. Et on se trouve dans cette situation moi, que j'avais déjà analysée en 2000 en parlant d'une censure par l'excès. C'est-à-dire on met les choses à la disposition, mais une chose en chasse une autre, et puis tout, au bout du compte, tout est équivalent. Oui, pour revenir, je parle de manière un peu personnelle, mais ça m'était arrivé face à des gens qui me disaient « Ah mais je connais ça, oui, ça c'est très bien ». Et puis finalement, quand on leur met le texte entre les mains, quand on prend les 120 journées à Sodome et qu'on le met entre les mains, et là on voit des réactions qui sont vraiment très contrastées, soit des réactions de rejet, soit des réactions de fascination. Vous dites qu'il y a aussi une sensualité quand on lit ça. Je crois que vous parlez là aussi de Bataille, enfin, c'était aussi la lecture de Bataille, où il disait mais finalement ce qui fait peur quand on lit les 120 journées à Sodome, c'est qu'en même temps on est sinon excité, du moins en tout cas subjugué de manière presque physique. Enfin, on est... Oui, enfin moi j'en suis malade à chaque fois. Ça. Moi j'en suis malade, c'est-à-dire j'ai vraiment beaucoup de mal à lire ça. Mais je pense, d'ailleurs comme Bataille, que les gens qui ne sont pas malades, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas vraiment lu. Ouais, c'est ça. Et vous avez cette phrase que j'ai trouvée fascinante. Vous dites ça exproprie l'homme de lui-même pour le rendre au monde. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur cette manière dont peut-être peut fonctionner aussi pour les lecteurs, dont le texte de Sade peut fonctionner pour les lecteurs, comme effet que ça peut provoquer? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est historiquement, et c'est bien aussi pour ça que Sade n'est pas un philosophe comme un autre, c'est qu'il y a justement chez Sade ce que j'ai appelé une conscience physique de l'infini. Et c'est aussi ce qui les différencie beaucoup du grand mouvement athée qui commence au début du XVIIe siècle et qui arrive à la fin du XVIIIe siècle, et qui Sade est matérialiste, mais il a aussi ce sens de l'infini. Et c'est ça qui fait la grandeur de Sade. Et vous pouvez me redire la question parce que oui, pardon, c'était votre phrase dans Soudain un bloc d'abîme, oui. C'était Sade exproprie l'homme de lui-même pour le rendre au monde. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, jusqu'à présent,
l'homme est dans la philosophie, ne parlons pas dans la philosophie des Lumières, l'homme est au centre du monde. Avec Sade, non, il n'est pas au centre du monde. Et justement, si le volcan, l'image du volcan est si forte chez lui, et va revenir de façon récurrente, c'est bien parce que là, il perçoit plus que tous les autres que les excès du cœur humain, eh bien, répondre aux excès de la nature. Et ça, c'est quelque chose de très important chez Sade. Il y a toujours une polarité entre ce qui se passe à l'intérieur de l'homme et ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, dans les profondeurs de la nature. Et c'est autour de cette intensité de la violence. Et ce qui fait aussi que Sade n'est pas un philosophe comme on voudrait nous le croire, que c'est beaucoup plus, parce que justement, il me semble qu'il y a, et c'est ça qui en fait à la fois un grand auteur tragique, c'est qu'il y a un sens, enfin, un désir que la pensée soit à la hauteur des phénomènes naturels. C'est-à-dire, c'est devant le volcan, est-ce que, plutôt on arrive à cette interrogation presque, est-ce que ma pensée tient devant ça? Vous voyez? Bon, il y a un héros de Sade qui dit un jour, considérant l'Etna, dont le sein vomissait des flammes, je décidais d'être ce fameux volcan, ou quelque chose comme ça. Bon, donc il y a continuellement, je m'excuse pour l'exactitude de la citation, mais on peut la retrouver après, mais il y a donc chez Sade presque une sorte de défi de la nature. Et la pensée, est-ce que la pensée est à la mesure de ça? Est-ce qu'elle est à la mesure de l'immensité, de l'infini, de ce qui est en jeu dans le monde? Ce serait donc l'homme qu'on ne doit pas concevoir comme séparé de la nature, mais plutôt comme devant lui répondre. Oui, et étant au milieu de tout ça. Et de manière plus générale aussi, c'est ce que vous affirmez aussi à propos de la littérature. Vous dites on ne peut pas concevoir une littérature séparée, qui serait une sorte de jeu pour spécialistes, mais qui serait plutôt... il faut plutôt concevoir la nature comme intrinsèquement liée à la vie. Et donc il n'y a pas de cette séparation-là, cette volonté de ne pas vouloir trop séparer entre l'homme et la nature se retrouve aussi au niveau de la littérature et de la vie. Ben oui, forcément. Et c'est pour ça aussi que j'étais tellement allergique à toutes les façons de réduire ça à une affaire de langage et tout ça. Donc pour moi, ça tient du contresens. Et ça, je me demande, parce que vous êtes aussi, c'est comme ça que je vous ai découvert comme auteur de poésie. Comment est-ce qu'on articule Sade et le surréalisme? Alors, les surréalistes ont beaucoup parlé de Sade, mais est-ce que c'est peut-être les surréalistes qui lui ont le mieux rendu justice? À mon avis, oui, parce que justement ils ont perçu tout de suite cette l'enjeu poétique qui a, c'est ça, qui est justement cette conscience physique de l'infini. En fond, c'est ça, la poésie, quand elle tient, c'est ça. Ouais. Et il y a ça, et puis il y a aussi le côté, il y a aussi la révolte immense qu'il y a chez Sade. Je pense qu'avant, jamais on avait rencontré quelqu'un qui commence à penser à partir de sa singularité, parce que ça aussi c'est quelque chose de tout à fait étonnant, puisque justement au moment du XVIIIe siècle et de la philosophie des Lumières, au moment où l'effort de penser l'homme, on essaye de penser l'homme à travers ce qui relie les hommes les uns aux autres. Or, le grand coup d'éclat de Sade, c'est de commencer à penser à partir donc de sa singularité sexuelle, c'est-à-dire à partir de ce qui les différencie des autres hommes. Et ça, c'est ce qu'on lui pardonnera jamais. Et là, dans cette affirmation de la singularité, bien sûr que les surréalistes ne pouvaient qu'être fascinés par le personnage. Et en plus aussi avec la part de révolte que
que ça amène, parce qu'il s'agit d'un renversement de perspective tel que, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui tient du sérieux du monde? Plus grand-chose. Ouais. Donc c'est les lois, c'est les religions, c'est etc. Bon, plus grand-chose ne tient. Et dans un texte que j'ai trouvé, pour ne pas en finir avec la représentation, que j'ai adoré, vous avez... Je trouvais intéressant cette manière de finalement, vous avez intégré ça physiquement avec son décor à lui dans votre poésie. Et comment s'est passée cette synthèse, qui n'en est peut-être pas vraiment une? Je sais pas, moi je fais pas de synthèse. Je suis comme ça, mais je suis comme je suis, mais c'est tout. Bon, mais là c'est une affaire un peu... c'est une affaire intéressante parce que c'est un texte qui... c'est publié, mais à l'origine c'est publié dans le recueil des choses poétiques, mais à l'origine c'est pour accompagner une série de photos que Jindřich Tirský, qui était peintre tchèque, fait en 1933 des photos de Château Lacoste. Alors il faut dire qu'il y a Jindřich Tirský, c'est un peintre donc tchèque qui fait partie de cette avant-garde tout à fait étonnante qu'il y a dans l'entre-deux-guerres à Prague et qui est lié à Taille, qui est lié à tous ces gens qui ont la revue Red, et puis après donc à toutes ces personnes qui étaient extrêmement, enfin, au centre de l'agitation et de cette grande, de cette sorte de vie bouillonnante qu'il y avait à Prague. Et il est lié aussi, et après il est lié aussi à Toyen, qui est aussi peintre, et que moi après j'ai eu la chance de connaître. Or tous les deux, Toyen et Tirský, sont passionnés justement par la grande tradition érotique. Et Jindřich Tirský, donc qui a à ce moment-là 30 ans, hein, avec Toyen, décide de faire des éditions érotiques, ce qu'on appelle les éditions 69. Et c'était des éditions clandestines dans lesquelles il a traduit tous les grands textes du patrimoine érotique, si je puis dire. C'est-à-dire, c'était Pierre-Louis, c'était Nercien, enfin c'était tous ces grands textes-là, Apollinaire, etc. Et il était évidemment fasciné par Sade. Il a commencé une biographie de Sade. Et dans ces années-là, donc en 1933, il va avec cette jeune femme Toyen, et ils vont faire un voyage à Lacoste, et Tirský prend une série de photos de Château Lacoste, d'Erwin de Lacoste, qui sont splendides. Et ça avait été publié en Tchécoslovaquie. On m'a demandé de faire un texte qui accompagnait ça. Et ce texte-là, qui est un texte poétique, fait que il m'a semblé aussi très important d'insister sur le regard qu'avaient Tirský et Toyen justement sur ça, de voir aussi quels enjeux il y avait pour la représentation, pour des gens préoccupés de la peinture, de la représentation, à travers justement Sade. Et c'est dans ce sens que j'ai écrit ce texte-là. Parce que, pour revenir à l'exposition d'Orsay, quand j'ai dit que Sade a eu une importance très grande dans l'histoire de la représentation, il me semble que tout le 19e siècle est innervé par l'influence de Sade, et que peu à peu, en quelque sorte, on va devoir à Sade que, au cours du 19e siècle, le désir va devenir le sujet de la peinture. Voilà, c'est ça. Et là, je pense aussi qu'avec et Toyen et ce jeune et Tirský ont très bien senti de quoi il était question dans Sade. Dans les châteaux de la submersion, vous avez beaucoup travaillé sur les lieux justement qu'on investit, ces lieux particuliers. Et comment est-ce qu'on travaille avec un lieu aussi chargé que le château de Lacoste finalement? Est-ce que ça pose, je sais pas, des problèmes déjà en tant que poète? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça vient immédiatement, ou est-ce qu'au contraire il y a une espèce peut-être de frayeur qui pourrait être même la frayeur des jeunes filles que vous évoquiez tout à l'heure?
Bah, de toute façon, il y a des gens que ça ne ferait pas du tout parce que, étant donné l'exploitation touristique, Oui, c'est vrai que on a actuellement avec Pierre Cardin qui a racheté ça et qui en fait un lieu chic, machin, tout ça, avec Ève Ruggieri qui fait des concerts à la Rikiki. Donc tout ça, ça On fait parlait de quoi? neutralisation. Voilà, on est On est- là-dedans complètement. Bon, à ce moment-là, oui, c'était ces ruines et c'était très beau parce que c'était ces ruines. Et bon, je ne sais pas comment réfléchir, comment répondre à ce que vous dites, mais c'est plutôt là, c'est l'imagination de chacun qui crée un rapport particulier avec ce qu'il voit et qui va faire que chacun peut avoir son château, si je puis dire. C'est un peu le rapport que chaque personne peut avoir avec, disons, avec des images qui sont, ou des tableaux qui peuvent changer la vie. Chacun a un rapport secret avec l'image, avec ce genre d'espace. Et dans le fond, c'est les espaces que nous habitons vraiment. C'est Oui, ça. qui sont des espaces parfois, j'imagine, terrifiants aussi. Enfin, c'est aussi ce que vous faites ressortir dans votre roman sur les châteaux de la subversion, c'est que c'est des endroits à la fois consacrés, en même temps qu'ils deviennent terrifiants aussi par l'écriture aussi et par l'imagination. Vous parlez souvent également du lyrisme, l'importance du lyrisme. C'est quelque chose auquel vous semblez tenir beaucoup et qu'on peut sentir dans vos poèmes. Mais comment est-ce que, finalement, est-ce que c'est une manière de se tenir, justement, d'éviter ce trop-plein de réalité que vous dénoncez, le lyrisme? Oui, bien sûr, parce que le lyrisme, c'est la porte de sortie, hein, c'est quand même toujours la porte de sortie. Le lyrisme, c'est aussi ce dont on veut nous convaincre, enfin, l'inverse de ce dont on veut nous convaincre aujourd'hui, c'est que on veut nous convaincre que tout est là, qu'il n'y a que ce monde-là, et qu'il s'agit d'être, eh bien, de se tenir correctement et d'être bien, pour faire partie du club, parce que c'est de ça dont il s'agit, du club de consommateurs. Alors que dans le lyrisme, bon, c'est cette sorte d'ouverture à chaque fois vers les perdus. Et vers les perdus parce que le lyrisme a toujours été, dans le fond, l'exaltation de ce qui est unique parce que mortel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme le dit Kundera, que le lyrisme se retourne en idéologie ou se durcisse en idéologie? Oui, alors ça, c'est toute la question de la fausse poésie. Et là, quand même, je dois dire que Kundera a été particulièrement malhonnête. Hein. Je dirais malhonnête parce que il a, justement, lui condamne le lyrisme, condamne tout ce qui est en jeu dans le lyrisme au nom de, justement, la poésie esthétisante, ce qui est l'inverse du lyrisme. Parce qu'il y a aussi toute une fausse poésie, toute une fausse littérature, enfin, moi j'appelle fausse, qui consiste à embellir, à enjoliver le monde pour le rendre plus acceptable. Alors que la véritable poésie permet d'ouvrir des perspectives jusqu'à présent complètement inédites. Eh bien celle-là, elle n'embellit jamais, elle exalte, mais comme elle se fait toujours sur fond de néant, sur conscience profonde de la condition, de l'inacceptable condition humaine, du fait que tout est mortel, eh bien cette poésie-là ne ment pas. Et là, il y a quelque chose de très louche de la part de Kundera qui se débarrasse de tout ça pour... Et qu'il exemplifie en plus dans La vie est ailleurs par ce personnage quand même très candide qui fait des vers douteux. C'est ça, bon, donc c'est très facile ça. Effectivement, il y a eu ça en particulier dans les régimes totalitaires où on a justement favorisé toute cette esthétisation du monde qui permettait de couvrir les saloperies qu'on faisait par ailleurs. Mais en même temps, ça continue aujourd'hui parce qu'aussi il y a toute une esthétisation du monde qui fait que eh bien, ça a une fonction d'aveuglement. Or, c'est l'inverse de ce dont il est question dans Sade et dans quelques autres. Et puisqu'on parle de quelques autres, il y a un autre personnage qui a eu beaucoup d'importance pour vous, je crois que c'est André Breton. Oui. Et pas seulement André Breton, d'ailleurs le surréalisme en général, mais c'est vrai que quand même centré autour de la personne d'André Breton, c'était aussi une rencontre marquante. Bah oui. Mais cette rencontre-là, comment est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se prolonge aujourd'hui? Est-ce qu'avec le surréalisme, parce qu'on a l'impression, je crois que vous-même en parlez d'ailleurs, que le surréalisme est devenu une espèce d'entrée dans le dictionnaire finalement, et que c'est une sorte de rubrique de plus dans les histoires littéraires. Mais enfin, comment est-ce que le surréalisme est encore actif?
Dans la réalité, ce qui est important, c'est quand même... et puis il y a des choses qui étaient liées quand même au temps. Hein, et donc ça, où elles se sont amoindries, certaines choses sont beaucoup moins aiguës. L'idée des cadavres exquis, l'humour noir, tout ça, c'est des formules qui sont maintenant, chacun est persuadé de savoir de ce dont il est question. Bon, il y a ce côté-là, mais ce qui importe, je pense, c'est justement d'abord cette révolte fondamentale qu'il y a dans le surréalisme, en voyant aussi combien la poésie, justement, est liée à cette révolte-là, contre cette inacceptable condition humaine qui est la nôtre, c'est-à-dire à chaque fois aussi le sentiment de la démesure entre l'immensité de nos désirs et le peu que la vie qu'on veut nous donner nous offre. Et donc il y a dans le surréalisme un désir toujours d'aller au-delà, de passer à autre chose. Ouais. Et donc je pense que c'est extrêmement, c'est une des choses essentielles qui restent du surréalisme, et aussi l'idée donc de faire en sorte et ça c'est à la suite de Rimbaud, de faire que tout d'un coup la conscience poétique devient le seul mode d'évaluation du monde. Et ça il faut reconnaître au surréalisme et à Breton de ne jamais avoir démérité de ça. Eh ben écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention, et surtout vous, Annie Lebrun. C'est moi qui vous remercie. D'être venue. C'était vraiment Oui. en tout cas un plaisir pour moi, je crois un plaisir je l'espère, mais j'imagine en tout cas un plaisir pour le public qui était là. Et vraiment en tout cas encore une fois merci pour ce passage à Lausanne, c'était vraiment... Voilà. Merci. Bravo.